va commencer. Comme je l'ai dit, au fur et à mesure, les gens vont venir. Tout d'abord, je voudrais, au nom du collectif Secret Défense, l'enjeu démocratique, remercier. Je ne suis pas le porte-parole, on s'est réparti les tâches, donc il m'était la tâche de présenter cette journée. Donc, je voudrais remercier d'abord le théâtre de l'échangeur, ici à Béthune, avec sa direction, Régis Sebet et Sébastien Le Pouvin, et puis ensuite les techniciens qui nous permettent que cette journée se passe dans les meilleures conditions, qui sont Francis et François. Donc, merci aux intervenants qui vont se succéder ici à cette table ronde. Je laisse après Bruno va les présenter. Et puis bien sûr, merci à vous d'être là. Merci aussi à ceux qui vont venir après pour profiter de cette journée. Je voudrais excuser, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont demandé à être excusées. J'ai reçu ce matin l'excuse du sénateur du territoire de Belfort, Cédric Perrin, qui s'excuse de ne pas être là. D'autant plus qu'il est membre de la Commission des Défense nationale. Donc, bon, mais il s'excuse, il est au courant de notre collectif, il est au courant des affaires, donc ça il y aura un suivi pour aussi agir dans le sens au sein de la Commission de Défense nationale. Alors bon, je vais peut-être répéter pour vous qui êtes là, pourquoi le collectif Secret Défense est un enjeu démocratique. C'est en mars 2017, une table ronde qui s'est tenue à la Bellevilloise, dans le cadre de la semaine anticoloniale, qui a regroupé 9 affaires criminelles et affaires d'État non résolues. Et on avait constaté que malgré la diversité des affaires présentées, nous partageons de nombreux points communs. Le principal est que l'État français, au lieu d'assumer ses responsabilités, use de manœuvres diverses pour entraver la recherche de la vérité par les familles, les historiens et les chercheurs, et pour empêcher que la justice soit rendue aux victimes. Victime qui est censée être juridiquement protégée, mais qui devient un adversaire à combattre, voire à abattre au lieu de lui rendre justice. Donc ce collectif s'est formé sur ces bases-là. Et puis aujourd'hui, le collectif comprend les familles, les amis, les associations qui sont engagés dans 15 affaires que je vais vous présenter. Alors, je dirais par ordre chronologique. Il y a le massacre des tirailleurs sénégalais au camp de Tiaroy le 1er décembre 1944. Il y a le massacre algérien de Sétif, le 8 mai 1945 à Paris le 17 septembre 1961. La disparition de Maurice Sodin en Algérie le 11 juin 1957. Et l'assassinat du militant internationaliste Henri Curiel à Paris le 4 mai 1978. Et l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka le 29 octobre 1965. Le crash de la caravelle Ajaccio-Nice le 11 septembre 1968. L'assassinat de Robert Boulin la nuit du 29 au 30 octobre 1979, la destruction au vol au-dessus d'Ustica en Italie d'un avion de ligne le 27 juin 1980, l'assassinat de Thomas Sankara, président de Burkina Faso et de ses compagnons le 15 octobre 1987, l'explosion de la maison des têtes de Toulon le 15 février 1989, le rôle de la France au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, l'assassinat du magistrat Bernard Laurel à Djibouti octobre 1995, naufrage du chalutier breton du Gaët Brest le 15 janvier 2004, l'enlèvement et l'assassinat au Mali des envoyés spéciaux de Radio France Internationale, Justin Dupont et Claude Verland, le 2 novembre 2013. Et à cette occasion, je voudrais exprimer toute notre sympathie à la mère de Justin qui vient de perdre son compagnon, qui l'a enterré hier. Donc voilà des affaires. Alors, à côté de ces affaires, il y a d'autres affaires qui sont intéressées, je dirais, de près à notre action et qui aussi pensent à pouvoir nous rejoindre. Donc c'est des choses qui vont peut-être se faire au fur et à mesure. Donc, alors les objectifs, bien sûr, du collectif, alors si je les résume rapidement, quand on regarde, quand on a fait le constat des raisons pour lesquelles on s'est réunis, les objectifs sont clairs, et c'est clair énoncé. Premièrement, rassembler les personnes physiques qui sont confrontées, physiques et morales, les associations également, les amis, qui sont confrontés aux abus et dérives du secret défense, fédérer leurs actions, alerter l'opinion publique et mener des actions concertées auprès du pouvoir public, des autorités judiciaires, des parlementaires, des chercheurs, des juristes, comme on essaie de le faire aujourd'hui.
Réformer le secret défense en le soumettant au contrôle d'une juridiction indépendante dans laquelle l'État ne serait plus à la fois juge et partie. Bon, je vais en rester là parce que je ne vais pas aller déborder sur ce qui va se dire tout à l'heure. Donc cette journée fait partie de ces actions de sensibilisation, d'information, mais également de propositions qui permettront, nous en sommes convaincus, que la raison politique, la justice et les droits se suicieront de l'adhésion de l'État. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, bonne journée de réflexion que Bruno va détailler. Bonjour à tous et merci d'être venus. Donc, moi, j'ai déroulé un peu le programme de la journée. Alors, juste pour commencer, nous sommes en pleine actualité sur l'état de droit. En permanence, on a des gens qui sont fiers. À la télévision, il y a beaucoup de débats sur la nouvelle loi liberticide qui est en train d'être discutée. Et on a un défilé de gens qui sont très fiers de l'état de droit français, etc. Alors, questionner les gens du collectif sur qu'est-ce que ça veut dire l'état de droit. Soit il ne fonctionne pas, puisque nous avons typiquement 14 affaires qui se sont heurtées au collectif, qui sont, pardon, pas au collectif, au secret défense, qui empêche finalement de connaître la vérité. Ou alors c'est qu'il faut changer le droit, c'est un peu les deux choses, mais certes, notre pays est un pays démocratique, mais il y a beaucoup de progrès à faire, et le collectif secret défense compte bien engager le débat avec vous et avec d'autres. Vous savez qu'on a pris quelques initiatives ces derniers temps. Nous avons tenu une conférence de presse il y a à peu près un peu plus d'un an. Nous avions 25 journalistes. C'était la première fois qu'on apparaissait collectivement, si ce n'est la journée d'ouverture, on n'était pas constitué en collectif. Depuis, nous avons considéré qu'il était normal de commencer par avoir le président de la République qui s'arroge tous les droits, puisque c'est lui qui décide quelle est l'affaire qui va à droit à lever le secret défense et celles qui n'y ont pas droit. Vous avez l'affaire Sankara, où il a décidé qu'il fallait faire, vous avez l'affaire Rodin, où il vient de se positionner, etc. Et il y en a plein d'autres pour lesquels on a toujours le même blocage. Et vous avez l'affaire Benalla, qui mélange carrément tout. Vous avez un exemple d'énergumène, d'aventurier de la France-Afrique, comme on nous dit que, paraît-il, il n'y en avait plus, mais on en retrouve en permanence, et là jusqu'à l'entourage de l'Élysée. Et vous avez quelqu'un qui est habilité secret défense, qui donc est censé avoir accès à tout, enfin je ne sais pas si on voit tout, mais et qui fait du business avec des hommes d'affaires russes dont on apprend, paraît-il, qui sont liés à la mafia. Voilà l'état de droit de notre pays, dont un certain nombre de personnes défient la télévision pour en vanter les bienfaits. Donc on a demandé à voir le président, qui nous a gentiment dit qu'il était pris et qu'il nous a donné l'information comme quoi le Premier ministre préparait une réforme. Donc on s'est dit que c'est sans doute un appel du pied pour aller voir le Premier ministre. Nous écrivons au Premier ministre, et lui il n'y a même pas d'excuse, je ne peux pas vous recevoir. Or on sait qu'en ce moment est discutée une réforme du secret défense. Elle est probablement un peu mise de côté compte tenu de la multiplication des questions d'actualité et des questions auxquelles sont confrontés le gouvernement, mais voilà la réalité. Alors la prochaine étape, normalement, est une rencontre avec des élus à l'Assemblée nationale qui ne sera pas publique, qui ne sera pas publique parce que c'est trop compliqué, mais qui sera ouverte aux journalistes pour qu'ils en rendent compte, et on remercie ceux qui sont venus, parce que nous savons que la seule façon d'avancer, c'est d'être médiatisé, et qu'il y ait un écho sur nos initiatives. Donc, maintenant, je vais dérouler le programme rapidement. Nous allons commencer par une interview de Janine Cilia, présidente de l'association de la Maison des Têtes, et de Thierry Le Métayer, qui est animateur de l'association SOS du Calais-Brest, qui va être fait par Christophe Bobouvier, qui est journaliste à RFI. Nous avons un petit imprévu, nous allons rajouter une intervention d'un monsieur Ronaldo, je ne me rappelle plus son nom, qui va nous parler de l'affaire de Mustica, puisqu'il est venu et qu'il ne nous avait pas annoncé sa visite. Et nous avons après une première table ronde, animée dont le thème est secret défense contre la justice et l'histoire, l'accès aux archives de l'investigation journalistique, animée par Rosa Moussaoui, journaliste à l'Humanité, dans lequel nous trouverons Sylvie Brébanche, rédactrice en chef à Télé Monde, petite cousine d'Henri Curiel, François Graner, militant de survie engagé dans la recherche de la responsabilité française dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Moi-même, Bruno Jaffray, qui suis engagé dans un réseau international pour obtenir la vérité de la justice sur l'assassinat de Sankara. Pascal Joary, journaliste, qui a écrit
écrit un livre sur le secret défense et qui là, apparemment, est en train de signer une production avec une télévision pour faire une série de films sur le secret défense. Mehdi Alaoui de l'association Au nom de la mémoire, réalisateur d'une 50aine de films dont plusieurs sont confrontés au blocage d'archives. Jean-Philippe Lebois, co-président de la Cité de mémoire étudiante et vice-président du réseau national d'action des archivistes, et Gilles Menton, historien et membre de l'association Maurice Audin. Ensuite, nous aurons une pause courte, si possible, et ensuite on reprendra vers 17h. Une deuxième table ronde animée par Elisabeth Borrell, Secret défense, mensonge d'État, une réforme nécessaire proposition, Maître Maurice Butin, avocat de Bachir Benbaka, Maître Marie Gauzet, avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, Armel Mabon, historienne, et Bertrand Varissel, professeur à la faculté de droit de l'Université Paris 8, avocat au barreau de Paris. Bonjour, Christophe Boisboulier de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, par ailleurs journaliste à RFI. Notre association est malheureusement dans l'actualité parce que ça rebondit sans cesse, avec notamment, on l'a appris lundi dernier, l'audition de Bernard Bajolet, l'ancien patron de la DGSE, et François Hollande dans notre affaire. Suite à des confidences qu'il nous avait faites sur une écoute téléphonique interceptée le jour de l'assassinat de Ghislaine et Claude, c'était à Kidal, au Normandie, le 2 novembre 2013. C'est rare qu'un ancien président de la République et qu'un ancien patron de la DGSE soit auditionné par un juge sur des écoutes téléphoniques qui peuvent faire avancer la vérité sur un crime terroriste. Nous avons la chance d'avoir Marie Dosé qui est avec nous cet après-midi, qui est l'avocate de notre association. Donc cet après-midi, si vous voulez bien, elle reviendra sur cette affaire parmi d'autres affaires pour vous dire ce qu'ont donné les auditions de Bajolet et de Hollande, et si oui ou non, notre effort pour la levée du secret défense quand il s'agit de la vérité ont pu avancer, si nos efforts dans ce sens ont pu avancer. Janine, vous êtes présidente de l'association pour la Maison des Têtes. Vous êtes donc directement concerné par un événement qui s'est produit, c'était le 15 février 1989, présidente de l'association des familles des victimes et des rescapés de la Maison des Têtes de Toulon. Rapidement, pour tous ceux qui connaissent déjà le dossier, mais peut-être pas dans tous ses détails, rapidement, donc, avant de vous poser 3 questions, nous sommes le 15 février 1989, il y a donc pile 30 ans. Ça va faire 30 ans dans 15 jours. Ça va faire 30 ans vendredi dans 15 jours. À 14h26. Il faisait très beau, c'était un mercredi. Franchement, ce serait pour le printemps. Et une explosion derrière la mairie de Toulon. Au départ, tout le monde a cru que c'était la mairie qui était visée, puisque il y a plus de vite dans la mairie, il y avait le conseil municipal, mais bon. 13 personnes sont tuées dans l'explosion. Donc de suite, il y a des renforts de pompiers. Je résume rapidement les faits. 13 morts, 32 blessés. Pourquoi la Maison des Têtes? Parce que c'est un immeuble du 17e arrondissement, un immeuble de 5 étages. 24 heures plus tard, une information judiciaire est ouverte. La première enquête dure 3 ans, sans résultat. En 92, 3 ans après, donc sur décision de la Cour d'appel, est lancée une seconde enquête sans plus de résultat. En 94, l'affaire est clôturée par un non-lieu, confirmé en 95. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui, Janine Sillien, que l'enquête a été bâclée? Parce qu'au départ, ça a été sur le suicide de cette dame du 4e étage. La thèse officielle, en effet, c'est qu'une dame dépressive du 4e étage a voulu se suicider en ouvrant le gaz. En ouvrant le gaz. Bon, alors, il faut quand même dire qui est cette dame. Cette dame, c'est une ancienne militaire juive dont sa famille est morte à Auschwitz, gazée. Elle n'était pas dépressive du tout. C'était une femme, elle avait 60 ans, une vieille femme. Quand on entendait la police parler, c'était une vieille femme. Parfois à 60 ans, on n'est pas des vieillards, je ne crois pas, et sa famille n'était pas. Ses amis, tout ça, on dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Un médecin avec qui elle avait travaillé a écrit à la juge en lui disant, mais je l'ai vu 8 jours avant mon téléphone,
parce que bon, c'était en février, donc il avait souhaité la bonne année, mais cette dame allait très bien. Donc depuis 30 ans, vous avez l'intime conviction qu'il s'agit d'une bavure militaire, c'est-à-dire probablement d'un tir de missile. Quels sont, Janine, les témoignages et les indices matériels qui vous confortent dans cette conviction? Ce qui nous conforte, c'est que, avant de voir arriver le préfet du Var sur les lieux, nous avons vu arriver toute la marine. La réunion du conseil municipal, le maire s'est réuni à 17 h. On a bloqué le quartier en disant qu'il y avait essayé d'avoir une autre explosion. Il n'y avait pas de préfet du Var, il y avait le préfet maritime. On a des photos de ça. La marine a filmé toute la nuit des déploiements. Déjà, ils avaient filmé en mer, et ils ont dit que c'était pas eux, que c'était pas vrai. Mais bon, Paris Match, j'ai quand même acheté la photo, et sur Paris Match, il y a marqué la Nata, Marine nationale. C'était pas un pompier, hein, c'était la marine. Et ce qui vous a beaucoup intrigué, c'est que l'information judiciaire n'est ouverte que 24 heures plus tard, le premier expert n'arrive que 36 heures plus tard. 36 heures, puis Madame Quick, elle est arrivée 36 heures après. Et les gravats sont déjà... Elle n'est pas venue sur place, elle est restée en bas, c'est des policiers qui sont allés, elle est arrivée en talon aiguille, bon, on parlait sur les gravats, c'était difficile. C'est des policiers qui sont allés faire le prélèvement. Après, elle a mis 18 mois pour donner sa réponse. Elle a demandé à des experts en explosifs, alors même des experts en explosifs, à Toulouse, qui ne sont jamais venus, mais qui ont étudié ce qu'elle lui avait dit. Elle a lavé tous les documents, tout ce qu'elle a récupéré, c'est irrécupérable maintenant. On ne peut pas dire que ce qu'elle est, c'est... Alors vous avez mené des contre-enquêtes? Bien sûr, parce que nous, à ce moment-là, au départ, les familles, elles ont pris l'avocat qu'elles connaissaient dans la Toulon, ici là. Et quand elles ont vu que quand même, ce qui est grave, c'est qu'au bout de 48 heures, quand elles ont demandé à récupérer les vêtements de leurs enfants, on les a envoyés sur une carrière qui est à 15 km de Toulon, sur un terrain militaire, soi-disant israélien, pour être mis. Disons, c'était gardé. Ça n'a jamais été gardé. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté que dans la nuit, il a vu arriver des gens qui filmaient des photographies. Et celui-là, il a fait des photos, il est allé les porter à la juge. Ces photos, ces trucs, on ne les a jamais vus. Et ce que révèle l'enquête notamment de notre confrère Max Clanet, qui a publié un livre Blessures de guerre, c'est que plusieurs années plus tard ont été retrouvées sur les victimes des traces de titane et de tungstène, qui sont deux métaux rares. On a fait refaire une expertise à la sortie de son livre. On a fait refaire l'expertise pour être sûr que les expertises de M. Loribeau étaient les mêmes. Et effectivement, on retrouve le titane, on retrouve tout ça. Et le cabinet d'experts à Marseille nous a dit ça, ces trucs-là, on ne les retrouve que dans des missiles, dans des engins militaires. Et malgré tout, Janine, en 1994, l'affaire est clôturée par un non-lieu. Est-ce que... un non-lieu, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous avez constaté... On peut parler de suicide, là. Et voilà. Mais c'est quand même l'assurance de la suicidée qui a indemnisé les familles. La GMF, elle s'est tendue de payer de tout payer. Est-ce que vous avez constaté que le juge d'instruction qui a mené cette enquête a volontairement bâclé son enquête ou pas? Elle a mis 8 mois pour désigner un expert. Un vieux expert qu'elle a connu à l'école de la magistrature à Bordeaux, qui était expert en incendie. A-t-elle suivi des pressions? Oh, ben écoutez, on a quand même nommé 24 heures après, elle n'est jamais venue sur le terrain. Je ne sais même pas s'il est passé devant la personne de tête. Elle n'a jamais reçu les familles. Si, une fois, pour leur donner des rapports d'autopsie, vous savez ce qu'elle a dit à la mère d'une dame, de la jeune femme, l'ancienne présidente, celle que j'ai remplacée. Elle lui a dit, vous voulez des détails, je vais vous en donner. Et elle lui a jeté le dossier dans la figure. En lui disant que sa fille, elle avait eu les poumons explosés. Et bien, les poumons explosés, on les a dans une explosion, justement. C'est la jeune fille que le rescapé dit, elle a crié. Oui, c'est en effet cette jeune femme qui travaille dans un laboratoire dentaire au premier étage. Et un rescapé témoigne qu'elle regarde par la fenêtre quelques instants avant l'explosion et elle crie.
comme si un projectile arrivait sur l'immeuble. Et lui, c'est lui. Alors le rescapé, par contre, c'est lui qu'on trouve dans sa blessure du titane. La plaie a mis 20 ans pour se refermer. Et Dufram, actuellement, il a une tache dans le dos, ici dans la nuque, qui ressort, alors que cette tache, il ne l'avait pas. Sa maman l'a dit jamais né avec ça. Et Dufram est parti à l'hôpital pour se faire opérer du genou, parce qu'il a été gravement blessé, il est resté quand même 12 heures sur le décor. On l'a, comment ça s'appelle, pendant son absence, il a eu la visite de quelqu'un dans son appartement. On a retrouvé une carte de visite avec un cordon pour brancher deux magnétoscopes, un truc comme ça. Parce que depuis 30 ans, il cherche un film. Un film qui lui est mis en cause, où on voit des gens de la sécurité militaire monter sur les gravats. Ils arrivent avec des mallettes. Et c'est pas des policiers. Film retrouvé Je suis toulonnaise, je connaissais les gens au commissariat, tous ces inspecteurs, tout ça, je les connais. Vous savez, c'est pas aussi grand, tout le monde, c'est petit. En plus, je suis fille de policier. Alors donc, ces gens-là, je les connaissais bien. Et quand Max m'a fait voir le film, j'ai dit, mais Max, c'est pas des flics, ça. Il m'a dit, oui, il me dit, les flics que j'ai rencontrés, il y en a un qui Film retrouvé par Max Planel, c'est ça? Oui, c'est moi. D'un mot, un dernier mot, Janine. Donc vous me dites que le juge n'a jamais demandé de déclassification du document auprès du ministère de la Défense et de la Marine nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, 30 ans après, vous avez encore un espoir, ou est-ce que vous dites, là, jamais on ne saura la vérité parce que la justice a passé? Quand Hollande a été nommé, le livre de Max Planel sortait. J'avais un ami, j'ai toujours un ami qui était proche de Hollande. Il lui a apporté le livre en main propre avec une lettre, en lui demandant de nous recevoir. Il nous a répondu qu'il ne pouvait pas nous recevoir parce que la justice est en séparation des pouvoirs. Il n'y avait plus d'affaires de justice, il ne pouvait plus nous recevoir. Il nous a envoyé vers Taubira. Moi, j'ai écrit à Taubira, j'attends toujours. Elle m'a répondu en me disant, je vous remercie. Parce que je lui avais envoyé personnellement, j'avais peur que je ne le fasse pas. J'avais marqué personnel sur la lettre. Elle m'a remercié, mais ça s'est resté là. Alors vous savez, je ne veux pas décourager personne, mais j'ai malheureusement bien peur que ce soit très dur. Quand on voit toutes les affaires, justement, Benalla et compagnie, on est en train de se poser des questions. Je suis rentré dans cette affaire avec d'autres secrets d'État, avec l'affaire des Irlandais de Vincennes, avec le capitaine Marine, et quand vous apprenez actuellement que c'est lui qui forme Benalla, vous posez la question. Et moi, le premier jour de Benalla, j'ai dit, c'est marrant, on dirait que je suis chez Baril, là. Il marche à l'Ampopole. Et un de vos confrères, un journaliste, vous devez certainement connaître, Jacques-Marie Bourget. Vous pouvez le contacter, il vous en parlera, y compris sur l'Afrique. Et de Paul Baril, il vous dira qui c'est. Janine Cilia, merci. Pourquoi on a fait cette séance d'interview un peu avant? C'est parce que les gens ont dans la tête que la secret défense, ça concerne des juges, des hommes politiques, des journalistes, des professions exposées. Or là, nous avons voulu insister sur le fait que ça concerne tout le monde et ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire c'est quelque chose qui concerne n'importe quel citoyen. Un jour, il peut se lever, recevoir un missile secret ou je ne sais pas quoi, et ne pas arriver à élucider cette question. Bonjour. Bonjour, Thierry Métayer, ouais. Fils de Georges Métayer, qui était un des 5 marins, donc mécanicien sur le Bugler. Ouais. C'était votre père? Ouais. D'accord. D'un mot, pour que, évidemment, c'est une affaire que tous les Français connaissent, les Bretons, mais aussi tous les Français. Ouais. Nous sommes le 15 janvier 2004, 5 marins-pêcheurs, dont votre père, périssent dans le naufrage de leur chalutier, le Bugalet de Brest. Ça se passe au large des côtes de Cornouailles et en Grande-Bretagne. Vous m'arrêtez dès que je dis une bêtise. Non. Très vite, une information judiciaire est ouverte par le tribunal de Quimper. Les juges explorent plusieurs pistes, dont la collision avec un navire de surface et le crochage du filet du chalutier par le sous-marin. En novembre 2009, suite à une demande de complément d'enquête par la Cour d'appel de Rennes,
l'ancien amiral Sall rend un rapport d'expertise où il écrit « Il y a une probabilité pour qu'un sous-marin nucléaire d'attaque américain soit impliqué dans le naufrage ». Et pourtant, en juillet 2013, les juges chargés de l'enquête notifient la fin de l'instruction et en juin 2016, après de multiples recours que vous avez formés, la Cour de cassation valide le non-lieu. Est-ce qu'on peut parler d'un revirement de la justice française et comment vous l'expliquez? Alors, il faut dire qu'il y a toujours une procédure qui existe en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, en Cornouailles, il y a une coroner, un juge en fait local, mais qui a le pouvoir, lorsque quelqu'un décède sur le territoire anglais, d'ouvrir une enquête. Et comme 2 corps ont été repêchés dans les eaux anglaises, elle a ouvert une enquête, disons, en attendant, dans un cadre législatif, dans un cadre juridique, pardon, que l'affaire française soit définitivement enterrée, si on peut dire. Donc il y a toujours cette procédure, sur laquelle on reviendra peut-être. Il y a un revirement, c'est-à-dire qu'au début, on a des gens de bonne volonté, franchement, les juges au début veulent travailler. Et c'est là où intervient la notion de secret défense qu'on leur sort régulièrement, qui, on va dire, sans doute au fil du temps, il y a plein d'exemples que je vais pouvoir citer sur le secret défense très précisément, au fil du temps, a émulsé leur volonté d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'ils étaient de bonne foi au départ, et qu'ils voulaient vraiment bosser, et puis ils se rendent compte que si on a des affaires, en face, les autorités, sans citer ni politique ni militaire, mais disons, ne sont pas tellement véloces et motivés pour aller vers une solution où la vérité serait le but, quoi. On a par exemple un exemple où, à l'époque, Michel Alliot-Marie, le ministre de la Défense, est sollicité par les 2 juges de Quimper, Corre et Folzer, et qui disent, d'ailleurs c'est versé au dossier, hein, c'est pas juste des élucubrations de Thierry Métier, c'est versé au dossier, il y a une cote et un PV. Le juge dit à Madame Alliot-Marie à l'époque, nous avons demandé la déclassification de tel document, telle carte. Vous dites dans Ouest de France que vous nous avez transmis ces documents. Effectivement, je viens de recevoir l'enveloppe et elle est vide. Voilà, ça c'est une technique du secret défense où les gens, en plus d'utiliser le secret défense, communiquent dessus en disant « Regardez, nous sommes transparents, nous sommes ouverts et nous sommes à l'écoute des parties civiles et des familles qui plus est, pour les aider dans leur recherche de la vérité. Donc, nous sommes transparents. » Ils oublient de dire quand ils disent « Nous avons déclassifié les documents secret défense » qu'ils ont toujours déclassifié une partie ou des choses qui ne sont pas intéressantes à la manifestation de la vérité. Sur un sous-marin, tout est classé secret défense, je dirais même le menu de l'équipage peut l'être, puisqu'on pourra intervenir sur l'équipage par ce qu'il mange. Et donc on nous a donné des renseignements aussi intéressants que ça. Par contre, les renseignements très précis sur les positions des sous-marins français et anglais, ça, on les a pas, ou quand on les a, elles arrivent 2 ans et demi après, et on sait que les carnets de bord ont été modifiés, enfin, on s'en... Donc quand on lit que des documents de l'OTAN ont été déclassifiés et transmis à la justice française, c'est vrai mais c'est faux. Oui, c'est ça, oui. Ils sont très malins, je veux dire, ils jouent, le secret défense est pervers pour nous sur 2 tableaux, c'est-à-dire qu'ils décident de dire on ne communiquera pas, ou ils décident de dire on va communiquer, mais ce qu'ils lâchent, entre parenthèses, entre guillemets, c'est des choses sans intérêt, quoi. D'ailleurs, on ne serait pas là aujourd'hui si le secret défense était une notion qui était démocratique à la base. C'est une chose qu'on peut comprendre, nos familles, qu'effectivement, on ne va pas griller toutes les signatures acoustiques de sous-marins dans notre cas, mais dans plein d'autres histoires. C'est des choses qui n'ont peut-être pas à être mises sur la place publique, et c'est pas ça qui doit faire que l'affaire n'avance pas. 8 ans après la mort de votre père, le président de la région Bretagne devient ministre de la Défense. J'imagine que vous avez un espoir à ce moment-là, non? En plus, ça a duré 3 minutes, franchement. 3 minutes, Il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit c'est bon, Le Drian arrive, vous êtes sauvé, quoi. Il va mettre tout son poids dans la balance. D'ailleurs, s'il avait fait, et ça aurait été à son honneur, je pense que ça lui aurait donné une grandeur qui moi, je ne juge pas l'homme. En tout cas, je pense qu'il a raté quelque chose. Là. Moi, je l'avais dit quand on l'a rencontré au ministère de la Défense. Vous êtes breton, vous êtes un symbole en Bretagne, vous avez été patron de la région, vous allez peut-être le redevenir à un moment quand vous serez plus ministre. Donc ça, je pense que le contrat a été reconduit, là, je ne sais pas jusqu'à quand, mais peut-être qu'un jour il décidera de revenir. Ce serait un trophée pour vous de régler l'histoire du Brigadier de Brest. Ouais, on vous le donne, réglez-le, vous. Passez au-dessus des juges, faites-le. Et il a dit, mais monsieur le Métayer, sachez bien que tout ce que vous pensez que je connais tout ce qui s'est passé par le passé, justement, mais ne croyez pas ça. Et moi je lui ai dit, mais
si vous étiez, comment dire, si vous êtes un bon ministre de la Défense, disons que tout le monde le reconnaît globalement, évidemment, vous savez très bien ce qui a été fait par le passé par vos prédécesseurs, que ce soit en bien ou en mal. Donc, un jour, faites une sorte de, comment dire, de mea culpa en disant on a pu faire des bêtises par le passé. Et toutes les affaires qui sont réunies aujourd'hui, on en est un peu à ce point, c'est-à-dire la Ve République s'honorerait à reconnaître qu'elle a fait des saloperies camouflées par le secret défense. Alors en plus, à l'initiative peut-être du ministère des Transports, il y a le bureau enquête accident qui a fait une enquête parallèle qui conclut, qui privilégie la thèse de l'accident de pêche, ce qui évidemment ne vous a pas servi et a permis au juge de se couvrir derrière ce... Oui, c'est ça, c'est tout à fait juste. En fait, le choix de l'expert donne la réponse à la question. D'accord. Et oui. Et dans notre cas, sur l'histoire du Bigalette, ça a toujours été le cas. La question posée par les juges à la base, donc il s'agit probablement d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Nous confions l'enquête au juge de Nantes, donc on se débarrasse un peu d'un colis un peu embêtant, et le tout est de prouver quel est-il. Eh bien, quand on choisit l'expert, on sait très bien qu'on ne va pas au bout, puisque l'expert, dans des domaines aussi pointus que les nôtres, quand il y a du sous-marin, il y a du secret défense, mais il y a aussi des experts qui sont tous issus du milieu sous-marinier. J'entendais tout à l'heure parler de la maison des têtes. Voilà, dès qu'il y a du bateau de guerre, du missile, du sous-marin, les gens qui vont vous expliquer la vérité font partie de la famille, quoi. Donc ils sont juges et partis, et le secret défense, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on est juge et partis. Donc il faut forcément trouver une espèce d'interface entre les gens les experts, ou alors les gens qui utilisent le secret défense, une interface indépendante qui dirait nous, peut-être on ne communiquera pas le nom du sous-marin ou le nom du bateau qui a lancé un missile sur la maison des têtes, par exemple, mais en tout cas, on est d'accord pour vous dire que c'est arrivé, quoi. Et c'est tout ce qu'on demande, et ce serait à l'honneur de la France, et ce serait un progrès démocratique, je pense. Alors en effet, vous avez l'intime conviction que l'État français veut étouffer l'affaire pour éviter tout incident diplomatique avec des Britanniques ou des Américains, selon l'origine du sous-marin. Mais il y a cette terrible décision pour vous de la Cour de casse de 2016 qui valide le non-lieu. Quel est votre espoir aujourd'hui? Vous parlez d'interface, qu'est-ce que vous espérez? Oui, voilà, moi, globalement, il y a eu un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui dit que on baisse les bras sur la procédure britannique, qui est une inquest, donc c'est pas rien quand même, c'est quand il y a des morts, ils mettent les moyens en place, théoriquement. Et donc on tombe sur une juge qui au départ est super motivée. En fait, la procédure britannique est un condensé de la procédure française, c'est-à-dire avec quelqu'un estimé quand même, avec tous ces éléments, on n'arrive pas à dire tout simplement c'est un sous-marin, bon, on ne vous dira pas lequel, mais c'est pas grand-chose finalement. On dit aux familles, réunissez-vous autour d'une table, on s'excuse, on est désolé, c'est un accident de la route en fait, où les vaisseaux que le mec se barre. Voilà, donc nous on a envie de le retrouver. Et il est protégé par un pays que les marins pêcheurs qui étaient à bord aimaient bien. Moi c'est ce que je trouve insupportable, c'est que les marins pêcheurs qui étaient bretons, mais français quand même, soient traités comme ça par la République qui le chérissait, je pense, quelque part. Donc ça c'est pas acceptable, et c'est pour ça qu'on est toujours là aujourd'hui, et Dominique Tricot et mes beaux-parents, et Dominique Lenel, patron de l'association, pour dire des fois on peut avoir des mots durs sur la France parce qu'elle nous maltraite, enfin en tout cas elle maltraite les victimes, mais je pense qu'on aime autant la France que tout le monde, peut-être même un tout petit peu plus en disant que c'est pas des manières, c'est pas des manières de faire avec des gens qui sont citoyens français. Voilà. Bravo. Merci Thierry Leveté. Là parce que je m'occupe depuis beaucoup de temps de ce qu'on appelle l'affaire de Rustica, que c'est la chute, l'abattement, on peut dire, oui, d'un avion, le crash, oui, mais le crash provoqué d'un avion de ligne italien le 27 juin 1980. Près de l'île de Rustica, près de la Sicile, un vol Bologne-Palerme de la compagnie privée Italia. Et je suis là parce que, pour différentes raisons, l'État français est concerné
dans cette affaire. Alors, je commence avec une chose assez importante, que c'est un message qui a envoyé Daria Bonfietti, qui est la présidente de l'association des familles des victimes de la tragédie de Ustica, que disons, c'est une expérience assez exceptionnelle, celle de l'association de famille qui a été créée à peu près 5 ans après la tragédie, quand ils ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de drôle dans l'histoire, parce qu'on parlait d'un avion qui était tombé pour des motifs techniques comme ça. Et disons que l'activité de l'association et l'aide que l'association a eue de la part du monde de l'art, du monde de la culture, et après d'une grande partie des citoyens italiens a vraiment aidé à sortir d'un mystère incroyable, a fait que la magistrature italienne entrait après dans une démarche très forte à la recherche de la vérité. Et à un certain moment, pour différentes raisons, on est arrivé à comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu aussi des procès pénals et civils très importants, des procès qui ont amené à la condamnation de l'État italien pour différentes raisons, quand même pour n'avoir pas protégé les citoyens et autre chose, pour avoir caché la vérité et plusieurs autres choses. Je voulais dire, ce qui est très important est que l'activité et le soutien, la médiatisation de cet événement a fait qu'on est arrivé très proche à la vérité, qu'on n'est pas encore tout au fond, jusqu'au fond, jusqu'au bout, et ça, je pense que peut être très important par rapport un peu à toutes les questions. Alors maintenant, je vous lis très vite le message de Daria Bonfietti, qui est la présidente de l'association et qui gère aussi le musée de la mémoire à Bologne, où il y a l'épave de l'avion qui a été repêchée à 3800 mètres de profondité, qui se trouve maintenant dans la ville de Bologne où l'avion était parti. C'est un endroit très très fort. Alors, mes très chers amis, comme me dit Rambaldo, c'est moi, dans l'activité méritoire de dénonciation et de recherche de la vérité et de la justice que vous continuez à mener sur de nombreux événements concernant votre pays, il y a aussi la tragédie d'Ustica. Je sais que votre attention sur notre affaire tragique est toujours d'actualité. Comme vous le savez bien, le DC-9 d'Italia a été abattu dans un épisode de guerre aérienne le 27 juin 1980. Des avions militaires français étaient également présents dans le ciel ce soir-là, et notre ancien président de la République, Francesco Cossiga, à partir de 2008, a chargé la France de la responsabilité de l'abattement du DC-9. Nos magistrats n'ont pas eu de la part de la France la collaboration qu'on pouvait s'attendre entre les pays alliés, mais il y a eu la confirmation des mensonges que la France avait donnés pour de longues années, en disant, comme peut-être quelqu'un de vous sait, que la base de Solenzara en Corse avait fermé à 17h ce jour-là. C'est démontré complètement que ce n'est pas vrai et que des avions ont continué à atterrisser, à repartir jusqu'à 1h de la nuit. Votre action pourrait donc être d'une grande utilité pour tenter de faire progresser la vérité sur les auteurs du massacre. Je ne sais pas comment vous remercier pour l'attention et la disponibilité que vous continuez de montrer pour notre histoire. Avec toute mon affection, je vous souhaite un bon travail et je vous salue de tout cœur. Daria Bonfietti, présidente de l'association. Alors, la dernière petite chose, l'année prochaine, et on en parlait avant aussi avec François Granet, et l'année prochaine, c'est 40 ans de la tragédie de Ustica. Et il y a un point de départ pour mettre en place quelque chose d'important aussi en France, c'est la question de la mensonge qui a été l'histoire de Solenzara, de la base de Solenzara, qui est vraiment très importante parce que la France, pour au moins 25 ans, dans toutes les commissions répertoires, toutes les demandes, a toujours répondu que la base à 17h avait fermé.
était fermée et il n'y avait plus d'avion. Après, il y a eu les preuves et la France a dû admettre que la base était ouverte et après elle a laissé aussi interroger des militaires de Solenzara, des juges italiens, des Tirannais. Ça c'est un point de départ. Pourquoi la France a dû mentir pour 25 ans à propos de ça? Qu'est-ce qu'elle a dû cacher? Et alors ça c'est un point de départ très important peut-être pour faire quelque chose qui peut aider un peu tout ce mouvement. Merci. Juste un petit mot d'explication quand même. La motivation de cet acte de guerre, c'est que, il faut peut-être dire que c'était l'avion de Kadhafi. Kadhafi était en bonne relation avec l'Italie et l'avion de Kadhafi était en train de revenir en Libye. Et apparemment, d'autres membres de l'OTAN, comme les États-Unis et la France, n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc des avions américains et français ont décollé. Et le scénario le plus vraisemblable est qu'en tentant d'abattre le MiG de Kadhafi, l'avion s'était réfugié près d'un avion de ligne, et c'est l'avion de ligne qui a été abattu par erreur. Donc c'est ça le scénario le plus vraisemblablement admis actuellement.